Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo, pour parler de la MONUSCO, rapatriement annoncé de 2000 soldats avant fin avril. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce samedi, Bintou Keita, la chef de la MONUSCO, a donc annoncé le retrait ou détaillé le plan de retrait des soldats de l'ONU, puisqu'on sait que la RDC a demandé à mettre fin à cette présence onusienne qui est là depuis 25 ans et qui, selon la RDC, n'a pas vraiment apporté les résultats qu'il fallait. À la demande de la RDC, un plan a été convenu entre les deux parties. Selon la responsable de la MONUSCO, les soldats vont quitter le Sud Kivu. 2000 soldats de l'ONU vont quitter le Sud Kivu au plus tard fin avril 2024. Ils seront donc quelques 11 500 à rester et qui devront aussi quitter toute la RDC avant la fin de cette année 2024. 2000 soldats vont quitter cette région qui est aussi en proie aux rebelles, aux attaques des groupes rebelles. La RDC sera-t-elle capable d'assumer ses responsabilités après ce départ? On sait qu'elle avait fait appel aux forces de l'Afrique de l'Est qui sont venues et qui sont aussi chassées parce qu'elles n'ont pas pu faire le travail. Maintenant, c'est la SADC qu'on appelle. Est-ce que ces différentes forces pourront vraiment satisfaire la RDC ou elle-même pourra-t-elle assumer ses responsabilités face à ces groupes terroristes? C'est la grande question. Je voudrais bien commencer par vous, Credo Tété. Les forces de l'ONU, la MONUSCO, va rapatrier 2000 de ses soldats au plus tard fin avril 2024. Oui, je me demande, est-ce que nous ne sommes pas au niveau des États dans du copier-coller? Dans du copier-coller parce que c'est pratiquement le même schéma qu'on a vu au Mali. Donc le Mali, en disgrâce avec les forces onusiennes, a demandé qu'ils libèrent, qu'ils débarrassent le plancher. Et c'est le même schéma qui se passe. Mais dans le cas d'espèce de la RDC, je me dis, est-ce qu'ils ont les reins solides en termes de sécurisation du pays? Je ne pense pas. Parce que si on revisite un peu le différent avec le Rwanda, on s'était interrogé il y a quelques mois sur ce plateau. Est-ce que si la RDC n'arrive pas encore à sécuriser le pays, est-ce que la RDC pourrait faire la guerre au Rwanda? C'était la première question. Mais maintenant, la seconde, lorsqu'il y a déjà ce foyer de tension entre la RDC et le Rwanda, et aujourd'hui, on nous parle du départ graduel de la MONUSCO, donc je me dis, je me pose la question, est-ce que nous ne sommes pas dans le suivisme béat? Est-ce que ce n'est pas du copier-coller qu'on veut faire? Parce que l'opinion a été, disons, d'une façon travaillée que on pense que lorsqu'on s'en prend à l'Occident ou bien à l'étranger, donc on est beaucoup plus patriote. Est-ce que ça, c'est la définition du panafricanisme? Ça, je me pose la question. Peut-être que à la lumière des débats, on pourra essayer de trouver une certaine définition qui tient à l'appréciation de leur. Mais je me dis, les 2000 soldats vont quitter, donc il restera 11 500 d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de décembre, ils seront appelés à quitter. Mais est-ce que le rôle qu'ils faisaient, le rôle qu'ils jouaient, est-ce que tout le rôle était si négatif? Est-ce qu'il n'y avait pas des points positifs qui ont permis un temps soit peu une stabilité dans certaines régions de la RD Congo? Comment est-ce que les forces armées congolaises entendent suppléer, disons, ce départ de ces forces de la MONUSCO? Est-ce qu'on a pensé, disons, aux bénéfices de cette force? Est-ce qu'on a pensé à l'après cette force-là en termes de réorganisation sécuritaire du pays? Donc je ne le vois pas, parce que le président qui a été réélu, Félix Tshisekedi, il a plusieurs chantiers qui sont ouverts, mais des chantiers assez rugueux, assez durs, assez solides. Donc je me demande, est-ce que le fait même d'ouvrir d'autres chantiers, est-ce que cela n'affaiblit pas, disons, je ne parlerai pas de son pouvoir, parce que son pouvoir c'est entre quatre murs, mais je me dis, est-ce que cela n'expose pas la RDC plus qu'avant? Si Radou Mayakor,
La République démocratique du Congo a demandé le retrait des forces de la MONUSCO qui sont présentes sur son sol depuis 25 ans maintenant, qu'elle juge n'avoir pas atteint le rôle ou bien n'avoir pas accompli leur mission. Elle demande leur départ. 2000 de ces forces-là vont partir à la fin avril, c'est ce qui est annoncé selon le plan de rapatriement. La grande question, est-ce que la RDC pourra faire face au vide que va laisser la MONUSCO? Ce sera dans le Sud Kivu. J'ai toujours du mal à dire la RDC. J'ai toujours le nom Zaïre à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Faites l'effort de dire la RDC. Bon, la RDC, oui. Si ce pays juge nécessaire d'en finir avec cette mission qui aura quand même duré 25 ans, je suppose que ce pays-là a tous les éléments d'appréciation qui lui permettent d'évaluer cette situation-là. Et que, en conséquence, il est apte à prendre ses responsabilités. S'il n'arrivait pas à assumer ses responsabilités, alors là, cette décision aurait été une décision critiquable. Bon. On a tendance maintenant dans le monde à respecter les décisions des États. Et je ne vais pas être celui aujourd'hui qui va aller en sens contraire. Donc je respecte la décision de cet État, c'est-à-dire la RDC, en espérant qu'il a tous les éléments qui lui permettent d'assurer un maximum le rôle que délaisse comment vous appelez ça ? La MONUSCO. La MONUSCO, oui. Parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit de la vie de milliers d'hommes et d'enfants et de femmes. Je ne suis pas certain que le bilan soit totalement négatif pour la MONUSCO. Dans toute chose, il y a toujours quelque chose de positif, c'est-à-dire les leçons à en tirer. Et je pense que, et j'espère surtout, que cette décision ne sera pas une catastrophe pour ce pays-là. Et puis, les problèmes, ce pays en a. Son voisin d'à côté, ils sont en guerre. N'est-ce pas ? Du Rwanda. Bon, bien sûr. D'une certaine manière. D'une manière larvée ou latente, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas la grande paix. Et donc, il doit à combattre sur beaucoup de fronts. Le front du développement, le front de la sécurité, le front du voisinage, de la paix, l'apaisement avec le voisin, et sur le plan industriel, etc. Est-ce que ce pays qui est vaste, qui est énorme, je n'ai jamais compris que ce pays-là soit encore au stade où il est aujourd'hui. 2,3 millions de kilomètres carrés, quand même. Avec tout ce qu'il possède. C'est une question que je me suis toujours posée. On va dire que c'est la faute à qui? Encore là. Donc ce pays a toutes les potentialités pour réussir. Et le président qui vient d'être réélu a beaucoup de travail. D'abord, rendre cohérent sa propre politique intérieure, parce que chez lui, il y a aussi des choses qui ne lui permettent pas d'être tranquille. Il a beaucoup de travail. Il faut plutôt l'aider. Il faut plutôt lui souhaiter bonne chance et prier qu'il réussisse. Parce que son travail, il n'est pas mince. Je suis désolé de ne pas être trop disert sur ces sujets, parce que je ne les maîtrise pas, ces sujets-là. Moi, je suis spécialiste de certaines choses. Mais sur ça, je ne suis pas très disert là-dessus. Mais j'espère que ça n'est pas une mauvaise décision que ce pays a prise pour demander la fin d'un constat qui a duré depuis 25 ans déjà. Donc peut-être qu'il faut passer à autre chose. Rodrigue, la RDC avait demandé le départ de la MONUSCO. Le plan détaillé de rapatriement a été annoncé. Au plus tard, fin avril, 2000 soldats auront quitté la région du Sud Kivu. Il y a quelque chose qui n'est pas... je dirais quelque chose qui est palpable comme preuve dans ce que ces sigles n'ont pas totalement été à la hauteur des attentes des pays dans lesquels les éléments ont été déployés. Quand vous prenez ce qu'on a reproché, par exemple, à ces forces onusiennes, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays, c'est beaucoup plus leur présence
qui ne met pas fin au terrorisme, par exemple. Et quand on va en RD Congo, on vous parlera du viol des femmes, on vous parlera des assassinats, on vous parlera de beaucoup d'exactions sur les populations malgré la présence de la MONUSCO. Donc environ 13 500 hommes. Et quand vous prenez ça, ce sont des éléments sur lesquels, des éléments factuels sur lesquels les régimes se basent pour juger le travail que ces agents font sur le terrain et l'importance ou la pertinence de leur déploiement dans ces pays étrangers en conflit. Quand vous allez par exemple au Rwanda, plutôt en République centrafricaine par exemple. Non, oui, en République centrafricaine par exemple, c'est presque la même chose, c'est presque le même constat. De sorte que en Centrafrique, on a été obligé d'avoir recours au groupe Wagner pour pouvoir pallier aux insuffisances relevées. Donc ça, c'est un fait qui est indéniable. Maintenant, là où pour moi, ceux qui ont initié ces missions n'ont pas anticipé sur ce qui se vit aujourd'hui, c'est une sorte de laisser-aller où on n'a pas eu le flair d'interroger l'efficacité de ces opérations face à l'évolution de la situation de terrain. On est resté beaucoup plus dans les bureaux à pondre certains rapports qui incriminent plutôt les forces régulières de ces pays-là. Quand vous prenez par exemple le cas du Mali, on a vu le rapport que la MINUSMA a publié pour dire que les FAMA ont fait ci, ont fait ça, ont fait ça. Donc ça c'est beaucoup plus un conflit qui ne dit pas son nom, qui a amené à une sorte de rupture de confiance et de rupture de partenariat. Aujourd'hui, en RD Congo, le défi est dans un premier temps la pacification du pays. Et qui dit pacification du pays exige à ce que des efforts soient faits pour que ceux qui prennent des armes pour semer la pagaille, et bien étant en train de revendiquer une certaine, je dirais, des avantages liés à leur appartenance à ce grand pays riche, immensément riche, mais immensément pauvre également. Donc, ça a amené les gens à prendre ces armes-là. Vous savez aussi que c'est une richesse qui est tant convoitée ailleurs. Et donc c'est normal que les prédateurs de ce genre de richesse que contiennent le sol et le sous-sol donc de la RD Congo soient aussi appelés à faire usage de leur stratagème, de leur stratégie, encourager ou je dirais financer des opérations de sécession par endroit pour pouvoir en profiter et faire leur business, tourner leur business. Alors, donc aujourd'hui en clair, à partir du moment où la présence des 13 500 hommes n'arrête pas l'hémorragie, je ne pense pas que leur départ poserait problème. Mais la question, elle est fondamentale. L'après MONUSCO, c'est quoi? Parce que en période de campagne, Félix Tshisekedi a déjà déclaré la guerre au Rwanda. Que, attention, vous me cherchez, vous me trouverez. Et on a dit que l'effectif du pays n'arrivait pas à couvrir la totalité et amener les gens qui sont des dissidents, qui ont des armes, les différents groupes armés, à accepter de se désarmer pour venir autour d'une table de négociation et voir dans quelle mesure on peut aller à la pacification du pays. Et donc, à partir du moment où on n'a pas l'effectif là et que on va commencer je crois que le départ de 2000 hommes ouvre la brèche à plus de 14 postes à occuper par les forces armées de la RD Congo. Et donc, comment et par quels moyens on va commencer? Parce que ça, c'est déjà juste 14 postes à occuper avec seulement le départ de 2000 sur 13 500. Donc ça, c'est une forte problématique qui nécessite normalement l'expertise en matière de sécurité. Et la faillite vient aussi de l'Occident qui n'a pas su, à un moment donné, composer totalement, je dirais, avec les forces régulières des pays. Quand on prend le cas du Mali, on vous dira qu'il y a une zone
que les forces armées maliennes ne peuvent pas traverser sur leur propre territoire. Et ces zones-là sont des zones qui sont protégées par ces forces étrangères-là. Alors, comment vous pouvez comprendre cela? Alors, est-ce qu'en faisant aujourd'hui appel, je l'avais dit, on avait fait d'abord l'appel à l'AES, qui, les États plutôt de l'Afrique de l'Est, qui n'ont pas, selon la RDC, donné leurs résultats, on leur a demandé de se replier. On fait appel maintenant à la SADC, mais on sait que la République démocratique du Congo a souvent eu des problèmes avec ses voisins, et c'est ses voisins du Sud qu'elle appelle. Est-ce que les mêmes voisins qu'on appelle aujourd'hui pour venir nous aider à sécuriser le pays ne deviendront pas les ennemis de demain, comme on le fait pour les États de l'Afrique de l'Est, à qui on demande de partir finalement? Vous savez, il y a un élément qu'il ne faut pas occulter. Il faut reconnaître que c'est l'échec de la gouvernance après les indépendances qui aujourd'hui est la base de ces problèmes-là que nos dirigeants ont du mal à appréhender. Cette gouvernance, quand les gens sont venus, sur Orbit, maintenant ça marche? Non, est-ce que ça marche? Je dis ça continue. Ça continue. Les gens n'ont pas totalement les commandes en main. Ça continue, parce qu'on a créé, on a perdu du temps dans les idées de conservation. Vous savez que les premiers dirigeants qui sont venus et qui ont montré un certain éveil ont vite été gommés, et on a fait le place à des vassaux qui ont pratiqué d'autres politiques plutôt allant à renfermer leur obsession de conservation de pouvoir. Et vous comprenez? Et donc, à partir de cet instant, ils ont créé des situations qui ont divisé leur propre pays. Donc, ça, ce sont des erreurs assez monumentales qui, aujourd'hui, remettent en cause beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que le diable, c'est l'Occident. Le diable, c'est la France. Mais en réalité, je vous ai donné je vais parler d'une leçon qu'un vieux m'a donnée un jour. Il dit, ben, écoute, prends un couteau et puis plante-le dans le cœur de ta mère. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais c'est ma mère. Est-ce que si tous nos dirigeants réfléchissaient de la sorte à l'époque, aujourd'hui, nous ne serons pas là. Mais malheureusement, ils sont beaucoup plus obsédés par comment piller les ressources des pays, comment s'enrichir plus que les États, comment transformer le trésor public en leur cabane d'Ali Baba, comment faire la promotion des copains, des coquins, des copines, avoir plusieurs trucs là, etc. Et ils ont failli en matière de gouvernance. Aujourd'hui, le mal est là. Et ça nous empêche de dormir. C'est bien dommage, mais il faut quand même le dire avec courage. En tout cas, la MONUSCO va rapatrier ces éléments 2000 à la fin du mois d'avril, Credo. Non, mais je crois que la décision est prise pour que ces personnes débarrassent le plancher. Donc la MONUSCO en a pris acte et puis la MONUSCO va s'exécuter. Et vous verrez que d'ici la fin d'année, ça va aller vite. Les 11 500 restants vont également plier bagage. Mais est-ce que cela augure d'une certaine sécurité dans les régions autrefois occupées? Donc ça, c'est la grande interrogation. La seconde interrogation, et non des moindres, c'est est-ce que le président fraîchement réélu, Tshisekedi, est-ce qu'il a les couilles pour faire face aux questions sécuritaires? En tout cas, nous allons nous en tenir à ces interrogations et marquer une nouvelle pause. On revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer, bien évidemment, au Togo.